Bonjour. Bonjour, ici le 911. Nous venons de recevoir un appel raccroché. Est-ce que tout va bien? Oui, désolé, je vais bien. Vous en êtes sûr? Oui, je vais bien, désolé. On dirait que vous pleurez. Besoin de la police, d'ambulancier ou autre chose? Non, 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 je vais bien, je te le promets. Je suis émotive. Voici un enregistrement audio récemment trouvé d'un appel au 911 de la maison de Spencer et Monique TP en avril. Cet appel a eu lieu plusieurs mois avant que ce couple ne soit retrouvé mort le 30 décembre à leur domicile de Columbus, Ohio. La police recherche encore le meurtrier. Ce que nous apprenons à propos de cet appel au 911 qu'il a potentiellement passé et ce que cela pourrait signifier pour résoudre cette affaire. Nous sommes sur l'affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Qui entrerait chez un dentiste, lui tirerait dessus, tuerait sa femme, puis fuirait en laissant leurs 2 enfants indemnes. Mais maintenant, ils sont sans leurs parents. C'est la question qui devient de plus en plus pressante au fil des jours, depuis que Spencer et Monique TP ont été abattus chez eux. La police estime que les meurtres ont eu lieu entre 2 heures et 5 heures du matin le 30 décembre. Voici la vidéo avant de vous donner les nouveautés. Mais je pense simplement qu'il est très important que vous voyiez ceci concernant la personne d'intérêt. La police affirme avoir vu cette personne derrière la maison des TP entre 2 heures et 5 heures le jour présumé du meurtre. La température était dans les 20 degrés ce jour-là. Il était au milieu de la nuit et on dirait que cet homme marchait simplement seul dans la ruelle derrière la maison des TP. On ignore pour l'instant si cette personne est suspectée par la police du meurtre de Spencer et Monique TP. La police demande toujours au public des vidéos similaires de la zone des TP, aux alentours de l'heure à laquelle la police pense que les TP ont été assassinés, c'est-à-dire entre 2 et 5 heures du matin le 30. Nous avons désormais entendu les appels au 911 passés après la mort de Spencer et Monique TP, comme celui-ci d'un ami qui dit avoir vu le corps de Spencer près de son lit vers 10 heures du matin le 30. 911, quelle est l'adresse de votre urgence? D'accord, on a reçu plusieurs appels à ce sujet. Qu'est-ce qui a changé depuis par rapport à la dernière personne à qui j'ai parlé? Il y a un corps, il y a un corps. Il y a un corps à l'intérieur. Ouais. D'accord, attends une seconde. Laisse-moi te mettre en ligne avec le médecin. D'accord, reste en ligne. Mais maintenant, nous entendons un appel au 911 qui aurait été passé depuis l'adresse des TP, avant qu'ils ne soient tués, en fait, des mois avant leur mort. Fox News Digital a découvert cet appel en premier. Bonjour. Bonjour, ici le 911. Nous avons reçu un appel raccroché. Tout va bien? Oui, je suis désolée, je vais bien. Vous en êtes sûr? Oui, je vais bien, désolée. Eh bien, on dirait que vous pleurez. Vous avez besoin de la police, des secours ou de quelque chose? Non, 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 ça va. Je suis juste un peu émotive en ce moment. L'appel a été passé le 15 avril à 2h45 du matin. Le 15 avril était un mardi. La famille de Spencer TP apporte du contexte sur la personne entendue lors de cet appel et les circonstances. Je vais l'expliquer dans un instant. Je veux que vous écoutiez le reste de cet appel publié par Fox News Digital. Je ne sais pas. Pourquoi aviez-vous appelé le 911? Par exemple, lorsque vous avez une dispute, Mon nom a été cité, mais je vais bien, je te le promets. est-ce que c'est déjà allé jusqu'à la violence physique? Vous vous disputiez sans couvre-feu. Oui, D'accord, madame. J'ai les informations et peux demander aux agents d'annuler et de venir ici selon votre demande. Si jamais quelque chose change, Rappelez-nous. ça va maintenant. La femme que vous entendez au téléphone, bien sûr très émotive, dit, je cite, qu'elle et son homme se sont disputés. Vous notez de longues pauses après la question de l'opérateur à la jeune femme. Mais d'après cette conversation, il décide d'annuler en envoyant des unités de police à la maison. La famille de Spencer Tepi soutient que la voix entendue n'est pas celle de Monique Tepi. Et il donne également un peu de contexte sur ce qui se passait à la maison Tepi. En fait, pas seulement cette nuit-là, mais aussi tôt le matin.
Cet appel au 245 un mardi d'avril. Nous allons en parler dans un instant. Mais alors que nous continuons à suivre cette évolution et à examiner si cela a un lien avec ce qui est arrivé à Spencer Tepi et à sa femme le 30, voici ce que nous savons sur la recherche d'un suspect à ce stade. Encore une fois, Spencer et Monique Tepi, il semble qu'ils étaient tout simplement aimés de tant de personnes. Voici leur vidéo de mariage 2021 devenue virale où on les voit le jour J. Il semble qu'ils soient sur les marches de la maison où ils ont été retrouvés morts le 30 décembre et le septembre. C'est une maison de ville récente avec d'autres à côté dans un quartier de Columbus, Ohio. Maintenant, le couple avait 2 enfants âgés de 4 ans et d'1 an. Ça vous frappe vraiment en plein cœur à chaque fois qu'on le dit, à chaque fois qu'on pense à ces enfants. Parce que même s'ils n'ont pas été blessés, ils étaient dans cette maison quand tout cela s'est produit. Et ils étaient là. Lorsque la police est finalement entrée dans la maison, le 30, elle a fait une terrible découverte. Ces enfants sont maintenant à nouveau avec des membres de leur famille. Ils n'ont pas été blessés. Mais il faut se dire, peu importe la direction que prend cette enquête, qu'il y aura forcément un traumatisme et une thérapie auxquels ils devront faire face dans les années à venir. Un autre détail intéressant est que les Tepis avaient un chien, un Golden Doodle, qui se trouvait également à la maison et n'a pas été blessé. Les enfants et le chien sont maintenant avec des membres de la famille. Ce que nous savons sur Spencer Tepi, c'est qu'il était dentiste à Athènes, dans l'Ohio. C'est un trajet assez long depuis Columbus, environ 120 km, qu'il devait parcourir pour se rendre au cabinet. Il semblait apprécier son métier de dentiste et a obtenu son diplôme de l'Université d'État de l'Ohio en 2017. Il avait un diplôme de docteur en chirurgie dentaire, selon sa biographie sur le site web. Il adorait simplement être dentiste et en dehors du travail, il aimait le sport. Il était fan de l'Université d'État de l'Ohio, où il a étudié et supporté des Bengals de Cincinnati. Il a grandi près de Cincinnati, aimait le golf, voyager et passer du temps en famille. Maintenant, Spencer était marié à Monique Tepi, qui est également diplômée de l'Université d'État de l'Ohio. Ce que nous savons d'elle, c'est que, professionnellement, elle avait une expérience dans la petite enfance. Le Columbus Dispatch a aussi précisé qu'elle était mariée à un autre étudiant de l'Université d'État de l'Ohio, et non à Spencer. Elle s'est mariée en 2015, mais ils ont divorcé en 2017. Ils n'ont pas eu d'enfants. Le Dispatch précise également que le divorce s'est réglé à l'amiable. Monique, surnommée Mo par ses amis, était passionnée de pâtisserie et formée en éducation. Et Spencer et Monique, ils allaient bientôt fêter leurs 5 ans de mariage. Ils se sont mariés le 30 janvier 2021 à Columbus. Dans cette vidéo, on les voit encore dans la maison où ils ont été retrouvés morts. Leur vidéo de mariage a été filmée par un membre de la famille, Rob Misla, qui est maintenant devenu le porte-parole de la famille. Il nous a donné la permission de vous montrer cette vidéo qui vous donne vraiment une idée de combien ce couple était aimé, de combien ils s'aimaient l'un l'autre. Et cela crée vraiment un tel mystère dans cette affaire, car il ne semble pas non plus qu'ils aient eu un casier judiciaire, à part quelques contraventions routières. Cela les placerait dans une situation où ils pourraient être victimes d'un crime comme celui-ci. Maintenant, le 30 décembre, c'est à ce moment-là que Spencer Tepi et Monique Tepi ont perdu la vie. Technicien 107 de la police de Columbus. Bonjour, oui, j'aimerais demander un contrôle de bien-être pour une personne à son domicile. La police a été alertée par le cabinet dentaire du docteur Tepi, absent au travail. Cet individu, Spencer, travaille avec moi et il ne s'est pas présenté au travail ce matin et nous n'arrivons pas à le joindre, ni lui ni sa famille. Il ne s'est pas présenté au travail. C'est bien ça? Avez-vous des soucis de santé? Non, et il a toujours été fiable. Nous n'arrivons pas à le joindre, ni sa femme, ni sa famille, ni personne qui vit dans cette maison. D'accord. Je suis en Floride, je possède l'entreprise. J'ai été informé par mes employés qu'il n'était pas au travail et c'est lui qui gère le bureau. Cet appel a été passé vers 9 h du matin. Le patron de Spencer dit qu'il était en vacances. Mais le bureau était tellement inquiet qu'ils l'ont appelé pour dire que Spencer ne s'était pas présenté. Avez-vous reçu autre chose comme des appels à son sujet ou un accident de voiture ou quelque chose comme ça? Non, parfois les gens ne viennent pas travailler. Il est peut-être malade, je ne sais pas. Comme le dit le répartiteur, il est courant que des gens ne se présentent pas au travail. Son patron semble très inquiet parce que Spencer n'est pas du genre à ne pas venir au travail sans prévenir personne. Je sais juste qu'il est le plus fiable. Il est toujours à l'heure et il nous contacterait s'il y avait le moindre problème. Et je ne sais pas comment le dire autrement,
Nous sommes très inquiets car ce n'est pas dans ses habitudes et nous ne pouvons pas joindre sa femme, ce qui inquiète encore plus. Environ 21 minutes plus tard, à 9h22, un officier est arrivé chez Spencer et Monique. Mais personne n'était là pour ouvrir la porte, alors l'officier est reparti. Maintenant, des amis inquiets des TP se sont ensuite rendus chez le couple et ils ont dit qu'ils pouvaient entendre les enfants des TP à l'intérieur de la maison. Il était alors environ 10h du matin. D'accord. Quelle est l'urgence là-bas? Police ou médicale? Peut-être les deux, je suppose, je ne sais pas. Je fais un peu de tout en ce moment. Ils se sont rendus là-bas. Ils ont frappé plusieurs fois à la porte d'entrée et à la porte arrière, mais personne n'a répondu. Oui, pas de réponse. J'entends des enfants et je crois en avoir entendu un crier. Mais on ne peut pas entrer pour l'instant. Je ne sais pas si je dois enfoncer la porte ou simplement entrer dans la maison ou quoi faire. Tu étais présent quand la police est venue? Non, je n'y étais pas. Je viens juste d'arriver il y a environ 5 minutes. D'accord, très bien. On va le renvoyer vers vous. Un autre appel du travail de Spencer est ensuite arrivé. Notre patron est absent et injoignable depuis 3 heures. Nous sommes sur place et pouvons entendre. Je dois parler à quelqu'un là-bas. Je veux juste vérifier qu'on a appelé. 5 minutes après l'appel téléphonique, vous venez d'apprendre qu'il y a eu un autre appel et cet appel venait d'un ami qui a vu quelque chose d'incroyablement terrifiant. 911, quelle est l'adresse de l'urgence? D'accord, nous avons reçu plusieurs appels à ce sujet. Qu'est-ce qui a changé depuis la dernière personne à qui j'ai parlé? Il y a un corps. Il y a un corps à l'intérieur. Ouais. D'accord, attends une seconde. Je te mets en ligne avec le médecin, reste en ligne. Maintenant, pendant que l'appelant attend, on peut entendre ce qui ressemble à de jeunes enfants en arrière-plan. Les enfants de la famille TP n'ont pas été blessés. Il y a un corps. Notre ami ne répondait pas. On a fait beaucoup de choses. Il vient d'arriver. Il semble mort. Il est allongé près de son lit, hors du lit, avec du sang autour. Je ne peux pas voir plus. D'accord, donc vous pouvez voir qu'il ne respire évidemment pas ou quoi que ce soit. Oui. Genre un peu comme vous voyez parce qu'il ressemble à... Je ne peux pas regarder. Très bien, je comprends. Quand a-t-on parlé pour la dernière fois au téléphone? Hier, je suppose, hier. D'accord. Quel âge a-t-il? 37. 37? Est-ce qu'il consomme de la drogue ou quelque chose comme ça? Non. D'accord, très bien. C'est juste que c'est un âge vraiment jeune. Je comprends. D'accord, nous sommes en route. L'ami inquiet dit qu'il a vu le corps de Spencer à l'intérieur de la maison. Notre voiture attend, ils entendent des enfants à l'intérieur. Todd, tu as entendu crier. On reçoit un autre appel signalant un corps à l'intérieur. C'est exact. Oui. Quand la police entre, ils annoncent avoir trouvé Spencer et sa femme morts. BSUI XTV rapporte que le docteur TP a été blessé par balle à plusieurs reprises et que Monique a reçu au moins une balle dans la poitrine. Maintenant, la police n'a pas d'arme du crime et elle ne pense pas qu'il s'agisse d'un meurtre suivi d'un suicide. La police aurait également retrouvé quelques douilles de 9 mm sur les lieux. Donc c'est une preuve cruciale pour essayer de comprendre exactement ce qui s'est passé. Maintenant, on ne sait pas dans quelle chambre Spencer se trouvait. Était-ce une chambre à l'étage? Était-ce une chambre au rez-de-chaussée? On n'est pas vraiment sûr de la disposition de la maison, mais évidemment, tout cela est très important. Et il n'y avait aucun signe d'effraction non plus. On ignore aussi par quelle porte est entrée la personne qui aurait tué Spencer et Monique. Dans la vidéo du mariage, il y a ce plan de drone de la maison du couple, et on peut voir ici cette allée derrière la maison de ville. Et c'est là que, selon la police de Columbus, la personne d'intérêt semble avoir marché au milieu de la nuit du 30. Encore une fois, on ne sait pas si c'est la personne qui a tué Spencer et Monique, mais c'est sûr, en plein milieu de la nuit, avec des températures froides, marcher seul, vous voyez. C'est clairement quelqu'un de suspect, ce qui explique la diffusion de la vidéo par la police. Rob Misla, auteur de la vidéo du mariage, est devenu le porte-parole de la famille. Ils ont accordé plusieurs interviews. L'une des premières était avec Ashley Banfield sur News Nation. Voici sa réaction à la vidéo de la personne d'intérêt. Quand je l'ai vu pour la première fois, oui, c'est le cas. Oui, je pense qu'il y a une personne à l'air suspect là-bas. Cela pourrait aussi être quelqu'un rentrant ivre chez lui après un bar. Misla a échangé avec le podcast Surviving de Survivor mardi soir. Il a déclaré que l'enregistrement du 9-1-1 datant d'avril
a été rendu public juste avant sa participation à l'émission. Il a déclaré que la voix entendue lors de l'appel au 911 n'était pas celle de Monique et que les TP organisaient fréquemment des rassemblements. Voici un extrait de ses propos dans le podcast. Plusieurs personnes à qui j'ai parlé et qui étaient à cette fête ont toutes déclaré « Oui, nous nous souvenons que cela s'est produit ». Quelqu'un. La femme a légèrement paniqué, faute d'un meilleur mot. Peut-être qu'elle avait des problèmes de santé mentale à ce moment-là, mais elle a appelé la police depuis son portable. Je sais qu'on dit que c'était chez Spencer et Monique, ou peut-être à côté. Mais elle était à cette fête et elle a juste eu une sorte de défaillance psychologique, je pense, à ce moment-là. Nous avons parlé aujourd'hui avec Rob Misla à propos de cet appel au 911 signalé en avril, qui a été révélé en premier par Fox News Digital. Nous lui avons demandé ce qu'il avait dit dans le podcast Overnight. Sa déclaration à Law and Crime, la fête dont je parlais date de plusieurs années. D'après ce que j'ai compris de la sœur de Monique, ce sont des voisins et l'une de ses amies, une amie de Monique. Il se peut qu'elle ait trop bu, qu'elle ait pris un comestible et qu'elle ait fait une crise de nerfs. Si la date de l'appel au 911 est avril 2025, je ne sais pas. Je sais que ce n'était pas la voix de Monique. C'est encore Rob Misla, beau-frère de Monique et Spencer, ainsi que Tom Smith, ex-détective du New York Police Department et animateur du podcast Gold Shields. Il participe souvent à notre émission sur l'affaire et était sur ce podcast hier soir. Il me rejoindra bientôt pour discuter de l'enquête. Avant cela, je veux vous remontrer cette vidéo très importante. Cette personne d'intérêt. Vidéo de la police de Columbus. Cette personne marchait dans la ruelle derrière la maison des Tepi entre 2 et 5 heures du matin, le jour où la police dit qu'ils ont été tués chez eux. Je pense que lorsque vous regardez cette vidéo, ce n'est pas la démarche la plus unique que vous ayez jamais vue. Mais il y a quelque chose dans cette démarche qui a des particularités que quelqu'un pourrait peut-être remarquer. Le langage corporel peut aider à résoudre l'affaire. Si vous avez des infos, contactez la police de Columbus. Nous accueillons maintenant l'ancien détective du New York Police Department, Tom Smith, qui était aussi hier sur le podcast Surviving the Survivor. As-tu entendu la nouvelle vidéo du 911 trouvée par Fox News Digital en avril? C'était un mardi vers 2h45. On ne croit pas que c'était Monique TP au téléphone. Qu'en as-tu pensé? Qu'est-ce qui t'a marqué en écoutant cet appel? Eh bien, ce qui ressort, c'est la période, tu sais, d'avoir des gens chez toi à des heures vraiment tardives en semaine, tu sais, un mardi soir. Alors, à quelle fréquence cela arrivait-il et combien de personnes ont accès à ce code d'accès? C'est sur cette porte, comme je l'ai dit hier soir ou dans une autre émission. Si j'organise une fête avec un code d'accès, je le donne aux invités pour éviter d'ouvrir la porte sans cesse. Donc, tu dois prendre en compte combien de personnes ont ce code, combien de fêtes ont eu lieu. Tu sais ce que c'était ces fêtes? C'était des réunions ou juste des fêtes. Donc ça, ce n'est qu'une partie des énormes démarches d'enquête qui doivent être menées dans cette affaire. Quand, Chris? Comme tu le sais, quand il n'y a rien ni piste, il faut rester ouvert à tous les scénarios possibles. Et c'en est certainement un. Parmi le nombre de fêtes ou de réunions avec les mêmes personnes, est-ce qu'il y avait des personnes différentes? Tu sais, est-ce que des gens invitaient d'autres personnes? Donc tout cela entre en jeu quand on a ce type d'enquête. Ah, parce que c'est ça aussi, ce n'est pas juste d'accord. J'invite quelqu'un, vous savez, surtout si c'est une fête ou une réunion tard le soir, vous savez, il se peut que je n'invite pas seulement cette personne. C'est cette personne et son ami. La fête a soudainement grandi. Si tu parles, tu sais. Ce genre de fête avait lieu en avril et était régulière. Je veux dire, comment les enquêteurs peuvent-ils vraiment retrouver combien de fêtes il y a eu et qui exactement est déjà venu dans cette maison par le passé? Et peuvent-ils savoir comment entrer dans cette maison? Oui, tout ça fait partie des entretiens. Tu sais, c'est à l'ancienne, tu vois. Le travail de détective consiste simplement à retrouver une ou deux personnes qui peuvent ensuite t'amener à de plus en plus de gens. Tu sais qui, dans leur cercle proche, était toujours invité ou toujours présent à ces soirées, ce qui peut te mener à d'autres personnes. Et ensuite, tu commences simplement à recouper les déclarations et les entretiens sur leur passé. Qui était à ces soirées? Y a-t-il déjà eu une bagarre lors de l'une de ces soirées? Est-ce qu'il y a déjà eu quelqu'un qui s'est présenté alors qu'il n'était pas vraiment invité ou qu'il n'aurait pas dû être là? Tu sais, des choses comme ça, le moindre petit détail, Chris, peut mener à une avancée dans une affaire. Et c'est tout ce qu'ils ont pour l'instant, de continuer sans relâche à poursuivre et à interroger toutes les personnes de l'entourage et de la vie de ces gens. Parlons-en maintenant.
Je ne t'ai pas encore parlé de la vidéo sur la personne d'intérêt. Pour un œil non averti, certains aspects semblent assez flous. Comme tu le vois, il porte un manteau sombre et un pantalon gris. C'est la personne qui marche derrière la maison, mais on ne voit pas son visage. Tu sais, à toi, en tant que personne qui a déjà examiné des vidéos comme celle-ci par le passé, quand tu la regardes, qu'est-ce que tu vois? Il y a beaucoup de choses, tu sais, tout le monde se concentre sur une vidéo montrant un visage, évidemment, dans un monde parfait. C'est ce que chaque détective veut, tu sais, pouvoir réellement identifier quelqu'un dans une vidéo. Mais parfois, tu fais avec ce que tu as et tu commences à analyser chaque autre aspect de cette vidéo, comme leur façon de marcher, le balancement des bras, l'inclinaison de la tête, les vêtements qu'ils portent. Les manières ne peuvent pas être, tu sais, cachées comme ton visage ou ta tête peuvent l'être. Tu sais, ce sont des gestes que tu fais involontairement au quotidien et l'un d'eux peut révéler l'identité de quelqu'un. La chose la plus marquante que j'ai retenue de la nouvelle vidéo, Chris, c'était la dernière image de cette vidéo. Il fait clairement un geste pour se couvrir le visage, encore plus que pendant sa marche. Je veux dire, pour moi, c'est un geste frappant quand on le regarde. Pourquoi fait-il ça? 2 ou 3 choses me viennent à l'esprit qui auraient pu déclencher ça. Premièrement, il connaît la zone et il sait qu'il y a une caméra à cet endroit et il fait simplement en sorte qu'elle ne puisse pas le voir ailleurs. Autre possibilité, quelqu'un marchait dans cette zone et l'a surpris, d'où le geste de se couvrir le visage. Cela me paraît encore plus probable dans le second scénario évoqué. La police doit marquer l'heure à cet endroit, puis demander au public si quelqu'un d'autre se trouvait dans cette zone à ce moment-là et ce qu'il a pu observer. Mais vous savez, on n'a pas toujours besoin d'un visage dans ce genre de vidéo. Les gestes et les attitudes peuvent raconter énormément de choses et je pense que c'est peut-être le cas ici. Oui, et j'ai aussi l'impression que quand on regarde cette personne marcher, c'est une démarche particulière. Ou par exemple, si j'étais à Columbus, vous voyez, et peut-être que vous avez des collègues. Et c'est comme, il y a quelque chose, je n'arrive pas vraiment à le décrire, mais il y a quelque chose dans les gestes et les attitudes. Si je connaissais quelqu'un qui marche ainsi, je le remarquerais tout de suite. Et la façon dont ils sont voûtés, peut-être pour cacher leur visage. L'autre chose aussi, c'est qu'ils sont dans la ruelle derrière la maison, donc il y a ce garage séparé. Et puis c'est comme une maison de ville. Ensuite, on conduit sa voiture à l'intérieur et on la gare comme ça. Au lieu de passer devant la maison où, comme on l'a vu, il y a une caméra de sonnette connectée, c'est juste à propos de l'emplacement. Je ne sais pas si c'est un raccourci. Rob Misla, le beau-frère, pensait qu'il s'agissait peut-être d'une personne revenant d'un bar du coin. Je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui vous frappe dans le fait qu'il passe par ce genre de ruelle en particulier, au lieu d'être devant la maison? Oui, pour moi, c'est une connaissance du quartier. C'est vraiment, vous savez, connaître la zone, connaître le voisinage. Cette ruelle est à l'écart de, peut-être du reste, vous savez, de la rue et de toute autre personne qui aurait pu s'y trouver, est suffisamment isolée pour que, vous savez, personne ne les voit. Mais il y a des caméras partout, comme on l'a vu dans, vous savez, chaque affaire dont on parle de nos jours. Mais je vois simplement ça comme une connaissance du quartier et je pense que ça pourrait mener à quelque chose. Mais voilà, si c'est cette personne qui le voit, c'est passé partout aux infos et à la télé. Si j'étais à sa place, j'appellerais d'abord la police, non? Oui, c'est moi. Je rentrais chez moi après je ne sais quoi. Vous attendez une déclaration. J'arrive dans 5 minutes, mais ce n'est pas arrivé, ce qui me fait penser qu'il se passe peut-être quelque chose. Et je pense aussi que, comme ce sont des maisons de ville neuves, et qu'il y a, vous savez, les propriétaires semblent avoir un système de sonnette Ring installé, ça. Comme beaucoup de ces maisons, surtout dans une ruelle comme celle-là. Parce que j'ai vécu dans un endroit presque très similaire en termes de maisons de ville, détachées et tout ça. C'est un endroit où, par exemple, il y avait des gens qui fouillaient dans les poubelles, des gens qui essayaient de forcer les garages et des choses comme ça. Donc beaucoup de gens ont des caméras dans ce secteur. On se demande donc s'il y a plus de vidéos que la police possède. Quelle est, selon vous, la stratégie de la police à ce stade? Cela fait plus d'une semaine maintenant. À notre connaissance, nous n'avons que cette vidéo de mauvaise qualité d'une personne d'intérêt marchant dans la ruelle. Eh bien, voici ce que je veux vraiment souligner à tout le monde. Nous ne savons pas ce que la police sait. On a fait tant d'émissions ensemble. Chris, la police retient beaucoup d'informations avant de tenir une conférence de presse ou avant de révéler les pistes qu'ils suivent, toutes les stratégies qu'ils ont, parce qu'ils peuvent avoir beaucoup de bonnes informations qu'ils ne sont pas prêts à partager, car cela pourrait mener à 1 ou 2 personnes en particulier qu'ils surveillent actuellement. Donc, nous allons devoir attendre pour voir un peu ce qui se passe avec l'enquête.
Je suis un peu surpris à cause de la couverture médiatique de cette affaire qu'il n'y ait pas eu de conférence de presse, ne serait-ce que pour reconnaître certaines des choses qui se passent et pour mettre un visage sur l'enquête, pour dire « Hé, tout le monde, voici un numéro, voici votre ligne de signalement, voici, vous savez, tout ce qu'on reçoit habituellement dans ces affaires très médiatisées. » Et je suis un peu surpris que cela ne soit pas encore arrivé dans ce cas. Oui, non, c'est un très bon point. Je veux dire, on voit beaucoup de je pense. Le gros titre ce matin, au moment où nous enregistrons ceci pour une chaîne de télévision à Columbus, c'est que, vous savez, un jour après la diffusion de cette vidéo, nous n'avons toujours pas vraiment eu de nouvelles de la police. Ce qui est, vous savez, c'est intéressant parce que je repense. Le cas auquel je pense, c'est comme Koberger, vous savez. C'était, vous savez, la police a subi tellement de pression pendant des semaines, et puis quand on regarde en arrière sur l'affaire, en réalité, ils disposaient de bonnes informations qu'ils étaient juste en train de rassembler sans les révéler au public. En ce qui concerne les preuves, je sais que la dernière fois que nous avons parlé, nous avons discuté des douilles et de ce qu'elles peuvent révéler. Apparemment, la police a, je crois, 3 douilles de 9 mm. Ce type de preuve est-il vraiment crucial pour retrouver une arme du crime? Oh, c'est énorme, vous savez. Il y a 2 choses qui sont importantes dans une fusillade. Les douilles, bien sûr, parce qu'il pourrait y avoir beaucoup de preuves acides désoxyribonucléiques dessus. Et l'autre chose, les balles, malheureusement, ils vont devoir les extraire soit du corps, soit de quelque part dans cette pièce parce qu'elles vont avoir les rainures, elles vont avoir les marques de rotation pour identifier l'arme quand et si jamais ils en retrouvent une, afin de la faire correspondre avec la scène du crime. Et il reste encore beaucoup de choses inconnues à ce stade. Mais il y a, vous savez, des théories comme quoi c'était un cambriolage ou que c'était, vous savez, complètement aléatoire. Et je pense que toutes ces possibilités existent. À ce stade, elles ne sont pas écartées par la police. On pense aussi que cela pourrait être quelqu'un qu'ils connaissaient, que c'était ciblé. Vous avez mené de nombreuses enquêtes durant votre carrière. Quel est votre ressenti à ce stade concernant ce qui s'est passé ici? Eh bien, je vais commencer par la façon dont les détectives devraient agir en premier. Il est difficile de ne pas se laisser emporter par les médias, mais en tant que détective, vous devez y résister. Vous devez vous isoler de ce qui se passe à l'extérieur et garder l'esprit ouvert à tous les scénarios possibles dans lesquels ce crime aurait pu s'inscrire. Vous ne voulez pas trop spéculer, car cela peut brouiller la direction que vous prenez, la façon dont vous parlez à quelqu'un ou la manière dont vous interprétez les preuves que vous avez. Donc c'est difficile à faire, mais ils doivent vraiment garder l'esprit ouvert à ce sujet. Parce qu'il n'y a pas encore de piste viable à notre connaissance, vous savez, donc s'enfermer là-dedans, vous savez, on verra bien. Mais mon instinct, encore une fois, sans rien savoir, juste mon intuition la plus profonde dans cette affaire, c'est que c'est quelqu'un qu'ils connaissent. C'est lié au passé de l'un d'eux, peut-être encore inconnu, mais que les enquêteurs connaissent peut-être. Mais ça semble tout simplement, pour le dire ainsi, trop bien organisé, que ça se soit passé comme ça sans rien faire aux enfants. Dieu merci, tu sais, mais il y avait un chien près du tube C. Il n'est rien arrivé au chien, donc ça semblait vraiment être un meurtre très, très ciblé et personnel. Et je pense que c'est comme ça que ça va finir par être. Oui, on verra comment ça se passe. À ce stade, on spécule un peu, mais l'absence d'effraction reste un élément important. Et surtout avec leur maison équipée d'une sonnette connectée avec caméra, quelle que soit la marque. Que ressentent les enquêteurs en ce moment? Ils doivent dû sentir tout le poids du monde sur leurs épaules, car chacun veut savoir qui a commis ce crime. Tous les médias posent des questions à ce sujet, et pourtant, tu sais, c'est toi qui interroges les gens, c'est toi qui es dans la pièce. Qu'est-ce que ça fait? Probablement pour le bureau des détectives à Columbus qui enquête actuellement sur cette affaire. C'est stressant. Ils ne dorment pas, ne rentrent pas chez eux. Je te le garantis, ils le prendront personnellement car cela se passe chez eux. Ils ne connaissaient peut-être pas les victimes, mais cela s'est passé chez eux, sous leur surveillance, et ils le prendront très à cœur, je te le garantis. Ils ne dorment pas beaucoup. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour suivre chaque piste qui arrive, et je suis sûr qu'ils en reçoivent beaucoup. Tu sais, c'est juste parce que l'information n'est pas rendue publique. Ils reçoivent des témoignages anonymes, des emails, peu importe ce que c'est. Ils suivent toutes les pistes possibles et cela prend du temps. Parfois, tu sais, je l'ai dit hier soir, ce n'est pas une émission télé, ce n'est pas un film, ça ne va pas être réglé en 1 heure.
C'est la vraie vie et ça prend du temps, tu sais, parfois, selon les pistes qu'ils ont et les démarches d'enquête qu'ils doivent suivre. On verra ensuite. On attend encore des développements dans cette affaire, une histoire très triste. On espère que ces enfants recevront de l'aide maintenant et plus tard, à cause de ce qui s'est passé chez eux et qu'il y aura justice. L'ancien détective du New York Police Department Tom Smith, co-animateur du podcast Gold Shields, merci d'être avec nous sur Law and Crime. Merci Chris, comme toujours. C'est tout pour On the Case, présenté par Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à Spotify, et vous pouvez désormais regarder les épisodes de On the Case sur Peacock. Je suis Chris Stewart, à la prochaine.